Bonsoir. Les défections de Issa Chiroma Bakary et de Bello Bouba Maïgari semblent avoir bousculé des certitudes au sein du pouvoir des Toudi à Yaoundé depuis que les deux ministres du Nord ont annoncé leur intention de candidature à la présidentielle. Yaoundé consulte à tour de bras au nom du président de la République. Le SGPR reçoit depuis le début de la semaine en cours et c'est jusqu'au 8 juillet prochain selon un calendrier préétabli des délégations d'élite venues des 10 régions du Cameroun. Peut-être bien qu'à la fin de ces consultations, la force de l'expérience sera transformée en un autre slogan, symbole représentatif de la vision que Paul Biya veut accorder à ce énième septennat qu'il sollicite auprès des Camerounais au mois d'octobre prochain, après 42 ans passés à la tête du pays. Alors, présidentielle 2025, après les défections, voici le temps de la contre-offensive de Yaoundé. C'est notre coup de projecteur de ce soir. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. C'est donc une semaine chargée qui s'achève pour le SGPR, le secrétaire général à la présidence de la République, mandaté par le chef de l'État lui-même, qui justement n'a cessé de recevoir et d'accueillir des délégations. Il a commencé par celle du Grand Nord, il entame et poursuit donc avec celles qui viennent des autres 10 régions du pays, mais le sérieux et la fausse discrétion de ces moments, d'ailleurs au cours desquels rien ne filtre, cache mal l'idée d'une contre-attaque du régime de Yaoundé ou même d'une offensive au lendemain des coups de boutoir de Issa Chiroma Bakary et de Bello Bouba Maïgari, deux ténors, deux dépositaires de ce que l'on a appelé l'alliance Nord-Sud au Cameroun pour ce qui concerne le contrôle du pouvoir et de la magistrature suprême. C'est donc le sujet phare de nos échanges de ce soir. Permettez-moi d'accueillir nos invités et on espère qu'au fur et à mesure le quorum sera atteint. J'aime à présenter celui qui est en premier, celui qui est le plus géographiquement éloigné de nous, c'est Henri Atangana. Il intervient depuis Bruxelles en Belgique où il est résident permanent. Henri Atangana est camerounais, il est analyste politique et géopolitique. J'aime à le considérer comme un spécialiste du Cameroun. Henri Atangana, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir, M. Mbarga. Déjà, je suis ravi d'avoir été invité. Et je dis bonsoir à tous mes co-panélistes. Je ne vais pas les présenter parce que je risque d'effleurer votre présentation. Et c'est quand même votre privilège de présenter les panélistes. Absolument. Comme je suis le premier, je leur dis bonsoir d'avance. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent, les contradicteurs, les panélistes, les afrocentristes, les afrocentrés, les kémites, et même mes détracteurs, parce qu'ils font partie de l'audimat. Je dis bonsoir à tout le monde, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir invité sur For You Media Africa. C'est nous qui vous remercions de votre éternelle disponibilité. Dr Nyamsi Poundi est expert en sciences de l'information et de la communication. Il est communicant pour le peuple uni, pour la rénovation sociale, le PURS. Il va nous rejoindre incessamment sur ce plateau pour ces échanges. Mais j'ai le privilège déjà d'avoir à mes côtés Salmon Béas, qui est juriste de formation. Il est communicant pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Salmon Béas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. C'est un honneur pour moi. Je deviens très habitué de ce plateau de télévision. Et ce n'est pas pour déplaire à nos téléspectateurs? Non, pas du tout. J'ai une emblème, celle d'éduquer les Camerounais, de les sensibiliser et d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice camerounais qui est assez grande. C'est 375 442 km². Absolument. C'est pas assez petit, c'est très grand. Et il faut avoir la latitude de se sacrifier pour apporter réellement la pierre à l'édifice. Je voudrais vous dire, mon grand-père, Boumson Enoch, est mort dans le train de la mort, militant de l'UPC.
Il est mort dans le train de la mort. C'était mon grand-père. C'est pour ça, sûrement, que vous placez votre engagement politique sous le signe du sacerdoce et de l'éducation, mais également... Nous avons ça dans le sang. De l'éveil des consciences. J'ai ça dans le sang. Et je dis, quel qu'en soit ce que je fais, je me positionne d'abord comme un fondamentaliste de l'UPC. Ceux-là qui ont bâti le socle de la politique de l'État du Cameroun. Est-ce que l'engagement UPCiste est compatible avec la doctrine, la philosophie, la vision du MRC, le parti auquel Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle l'hymne de la Renaissance. L'hymne de la Renaissance ressort Wandje, Moumie, Foncha et Omniobe. Wandje. C'est pour dire en fait que le MRC a pris un pan important de la lutte nationaliste. Et je l'ai dans le sang. Pas parce que je l'ai appris, mais qu'il y a une partie de l'ADN qui coule dans mon sang. Parce que mon grand-père a laissé sa vie pour le Cameroun. On peut donc hériter de ces combats-là, vous pensez? Je n'ai pas choisi. Transmissible de manière... Je n'ai pas choisi. J'ai été choisi. Pour continuer l'œuvre de mon grand-père dans le combat pour la délivrance du Cameroun, pour l'émancipation du Cameroun et pour l'indépendance totale du Cameroun. Ça vous rend donc sensible à d'autres partis politiques sur la sphère nationale qui se revendiquent UPCistes, pondolistes, nationalistes, souverainistes? Je suis très respectueux. Je voudrais dire, par exemple, le Manidem de Anissé Kané, qui a pris beaucoup d'années à Nebel, l'UPC Manidem de Albert Moutoudou. Et je voudrais avoir une pensée pieuse pour une grande dame, Maman Ariette Koué, qui est ma mentor, qui m'a enseigné des notions de la lutte de libération, parce qu'elle a vécu ça dans la chair. Je voudrais parler de grandes figures comme de Toumaza, comme Frédéric Kodok, comme Charlie Gabriel Mbok, comme le professeur à qui nous disons bonsoir. Mais bien sûr, le professeur Charlie Gabriel Mbok, je ne peux pas faire l'économie de ceux qui ont donné leur sang pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de nous faire cette amitié, donc d'être sur ce plateau. Et l'idée des UPCistes, c'est justement l'idée d'un Cameroun uni. Il semble que, sans en être un fondamentalement, sans se revendiquer UPCiste, Paul Biya n'est jamais allé à une élection présidentielle au Cameroun sans consulter largement et dans les 10 régions du pays. Il semble également que c'est ce qu'il a mandaté Ferdinand Ngongo, le secrétaire général à la présidence de la République, justement pour faire à sa place les consultations. Quelles sont, à votre avis, les figures, les noms, les forces vives qui pourraient être entendues par Paul Biya, les hommes qu'il a besoin d'écouter pour définitivement se lancer? Ngongo a trop de coquilles. Le candidat du RDPC, c'est John Gouté. Je le dis, je l'assume. Non, le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. Je le dis, le candidat du RDPC, c'est John Ngouté. Expliquez-vous. Mais je le dis parce que je le sais. Oui. Je le sais. Comment vous le savez? Je le sais parce que je le sais. J'ai des informations. Je suis impliqué donc, dans le fonctionnement du champ politique camerounais. Je le sais, aussi simple que ça. Alors, jusqu'à preuve de contraire, et pour que les téléspectateurs ne se méprennent pas, le candidat du RDPC, c'est bel et bien le président. C'est une diversion. Paul Biya, depuis 2018, n'a jamais accepté d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a été poussé à bout par les réseaux occultes qui ont essayé de tout faire pour se refaire à travers les réseaux du pouvoir du président Paul Biya. Je vous le dis sans aucune emphase. Le candidat du RDPC à l'élection de 2025, c'est John Gouté. En attendant de déployer, comment il faut donc lire et comprendre l'action du secrétaire général Ferdinand Ngongo, mandaté par le président de la République justement pour mener ces discussions avec les forces vives et les élites des 10 régions du Cameroun? C'est une diversion. Dans le RDPC, on est solidaire. On est solidaire parce que chacun joue son rôle. Ngongo joue son rôle. Il sait, Kangate,
Covid Gate et tous les scandales qui sont liés au Cameroun, les liés. Vous savez, le CONSUP, le contrôle supérieur de l'État, a clairement, la Chambre des comptes de la Cour supérieure, a clairement épinglé Ferdinand Ngongo, cité nommément. Dans le scandale qui émaille le dysfonctionnement de l'État du Cameroun, on ne peut pas prendre le risque de mettre quelqu'un comme lui en avant quand il s'agit de faire, d'affronter, n'est-ce pas, un combat comme celui que nous avons en 2025. Il faut quelqu'un de neutre, quelqu'un de soft, quelqu'un qui n'a pas de coquilles. Et quand on regarde aujourd'hui dans le gouvernement RDPC, celui qui a ce profil idéal, c'est John Ngouté. Et je pense que ce qu'il est allé faire au nord-ouest, au sud-ouest, c'est un début de campagne pour polir sa personnalité, parce que forcément, dans cette élection de 2025, nous aurons un candidat anglophone qui sera produit par le RDPC pour polir l'image de celui-là qui viendra redorer le blason, résoudre le problème anglophone, mettre le Cameroun sur les rails, n'est-ce pas, d'une certaine émergence. Et je pense que John Ngouté est le meilleur profil que le RDPC ne puisse pas se gargariser de pouvoir produire. C'est une manne en or. Et je pense que le candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025, c'est John Ngouté. Alors, Henri Atangna, on était parti sur des prélégomènes qui étaient statiques, sur des choses qu'on sait et qui semblent être des certitudes. On a pu lire l'activité récente de Ferdinand Ngongo comme étant justement une offensive du RDPC afin d'enrayer les coups de boutoir dus aux défections de Issa Chiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari. Voilà que Salomon Béas nous sort cette théorie. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fantasmagorie? Est-ce que ce n'est pas un peu surréaliste d'avoir un RDPC qui présente une autre figure à cette présidentielle que la figure que tout le monde attend, celle de Paul Biya? Mais c'est pas inimaginable. En tout cas, je ne pense pas que les sorties du secrétaire général de la présidence soient des sorties qui sont une réaction à ce qui s'est passé par rapport à M. Issa Chiroma et M. Bello Bouba Maïgari. Je ne pense pas. Le chef d'État, le PRC, a toujours consulté toutes les régions avant d'aller aux élections. Je dis bien toutes les régions. Parce que les gens ne savent pas. Ils consultent toujours. Et quand je dis toutes les régions, c'est ce qu'on appelle les élites. Et par élite, on y met les chefs traditionnels. Tous donnent leur accord. Je dis bien tous, sans exception. Et des gens ont donc pris l'habitude de négocier des positionnements, des postes pour le soutenir. Alors, je vais faire une petite, je vais faire une petite confidence. Enfin, je suis quand même assez informé au Cameroun. À la dernière élection présidentielle, le dernier groupe qui a soutenu le chef d'État, vous avez vu tous les groupes sortis, tous les chefs traditionnels, sauf les Sawa. C'était les derniers qui sont sortis. Mais quand il y a eu les émeutes de 2018, quels sont ceux qui ont le plus ardemment soutenu le chef de l'État? C'était les chefs Sawa. Souvenez-vous des événements. Parce que les émeutes ont commencé à Douala. C'est à ce moment que Paul Biya a dit, mais vous m'avez dit de me présenter. J'ai répondu à ce que vous avez demandé. À l'époque, je peux être précis, hein, si vous voulez. À l'époque, ils avaient demandé le port autonome de Douala. C'est comme ça que Dayas Mounoum est surtout le directeur général du port autonome de Douala. Je suis précis de ce qu'ils avaient négocié. Je peux même vous dire quand la réunion s'est passée où, à Douala. Donc, c'est une parenthèse. C'est comme ça que, vous avez vu, ils étaient très véhéments à demander aux jeunes, d'ailleurs, les chefs de Douala sortent en disant, si vous vous amusez, on vous met hors de Douala, allez faire les émeutes chez vous. Vous vous souvenez? Mais pas ici, chez nous. En réalité, beaucoup de gens sortent et disent, certains disent, OK, d'accord, nous, on veut bien te soutenir à condition d'avoir ça, ça et ça. Et c'est ça qui équivaut souvent à la répartition régionale des postes.
et pour diriger le Cameroun ensemble. C'est ça qui est la difficulté du Cameroun, c'est que le Cameroun est dirigé par les Camerounais et par les élites camerounaises, et non par le chef d'État lui-même. C'est une sorte de personne qui agit, et c'est comme ça depuis, hein, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il a pensé que les Camerounais voulaient diriger leur pays eux-mêmes. Et il pensait que, c'est d'ailleurs ça le sens de la souveraineté, beaucoup de gens ne savent pas que c'est ça que ça veut dire la démocratie. La démocratie implémentée est née après les révolutions en Europe. On est allé de Dieu souverain au peuple souverain. Parce qu'avant, c'était le roi qui était souverain. C'est toujours important de comprendre ça. Le peuple souverain, la démocratie, ça ne veut pas dire la vertu. Je rappelle souvent à tout le monde. La démocratie veut dire que comme nous avons choisi, nous sommes responsables de notre sort, on ne peut accuser personne. Quand le roi était souverain, à travers Dieu, je rappelle en passant que la majorité des royaumes sont sacrés par le pape. C'est pas pour rien que c'est le pape qui va sacrer les royaumes. Donc c'était comme ça avant. On parlait alors de théocratie ou de monarchie. Le problème, c'est que quand le peuple avait faim, il s'adressait au roi. Et quand on leur a dit maintenant on vous donne la démocratie, c'est-à-dire que vous choisissez, c'est fait pour que vous ne reprochiez que vous-même. Et la démocratie est pensée pour que quand vous n'êtes pas d'accord avec ce souverain élu, qu'à la prochaine élection présidentielle, vous puissiez le changer. Voilà, la démocratie n'est pas une vertu, c'est pas parce que vous avez élu que la personne, que c'est une bonne chose. C'est un truc qu'il faut enlever de vos têtes. On dit que vous êtes souverain, ça veut dire que vous avez choisi. C'est que vous avez choisi vous-même. Si vous choisissez vous-même d'acheter une voiture à la place de construire la maison et que vous vous rendez compte que le choix était mauvais, vous ne vous en prenez qu'à vous-même. Alors que si c'est un conseiller qui vient vous dire que prenez cette option économique à la place de celle-là, là vous vous en prenez à celui qui vous a donné le conseil. C'est ça le but de la démocratie, pour que les gens l'oublient. Ce n'est pas parce que c'est bien qu'on fait la démocratie. Donc on peut parfaitement choisir un parfait idiot. Oui, Hitler a été démocratiquement élu et plébiscité par les Allemands. C'était le choix des Allemands. Ce n'est qu'un exemple, je peux en donner. Hein. Le reste, c'était le choix du peuple allemand. Donc, il faut faire attention avec la notion de démocratie. Donc, au Cameroun, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il fait souvent? C'est qu'il consulte toutes les populations et il entend toutes les revendications. Il essaie d'équilibrer les revendications et ces gens-là le supplient d'ailleurs d'aller aux élections. Parce que le changement de chef d'État au Cameroun sera un tsunami. Parce que si vous changez le chef de l'État, toutes les élites là n'ont pas la garantie de leur place. Ils n'ont plus la garantie de leur place. Ils n'auront pas le temps de... Imaginez là quand un chef d'État soit là nouveau, ils n'auront pas le temps de retourner leur veste. Parce qu'ils retourner les vestes, ils sont experts en la matière. Voilà pourquoi on le pousse. Même ceux qui lui disent tu ne te présentes pas, nous on va te forcer à te présenter. Parce qu'ils savent que quand ils se présentent, les élites vont rester. Vous imaginez Salomon Béas, chef d'État, un patriote comme ça, il va raser tout le monde, il va mettre les patriotes, rien que les patriotes. Ça ne serait... Non, vous imaginez. Donc, il fait peur. Donc, ce processus-là, pour un nouveau, c'est un processus lent. Ce n'est pas un processus qui peut aller dans une rupture radicale. Donc, Ferdinand Gongo, on l'a délégué comme d'habitude, comme on voit souvent, pour consulter les gens, pour savoir si les chefs traditionnels, les élites sont d'accord pour qu'ils se présentent. Et M. Paul Biya n'a pas encore pris sa décision. Il prend toujours la décision après les consultations de tout le monde. Quand il a fini de consulter, les gens disent, c'est quand il a la synthèse des résultats qu'il prend la décision. Je vous rappelle en passant que M. Paul Biya n'est pas un pouvoiriste. Hein. Nous l'avons vu Paul Biya quand il était Premier ministre. Paul Biya, quand il était Premier ministre, il conduisait sa voiture lui-même. S'arrêtait à Acropole lui-même pour acheter le pain et aller en Vromeca. Il n'y avait pas de chauffeur. Il n'y avait pas de garde rapprochée. Il était Premier ministre. Jean-Irène Biya était assise à côté de lui. Franck Biya était assis à la banquette arrière. Nous qui étions à Yaoundé. Oui, je vous écoute.
Oui, oui, non, on vous écoute, vous nous racontiez le Paul Biya, Premier ministre, qui allait lui-même, à bord de sa propre voiture, acheter du pain. C'était un Jaguar. Et il conduisait lui-même. Il aimait conduire lui-même sa voiture. Parce que nous, on était à Yaoundé, hein, donc il s'arrêtait à la boulangerie à Copole. Il achetait les baguettes, il montait, sans aucun protocole. Le même Paul Biya, certains de ses ministres se permettent de bloquer les rues pour aller au travail. Je dis bien Paul Biya. Je veux dire que Franck Biya, quand j'étais au Collège Vogt en dernière année, Franck Biya était au Collège Vogt. Hein. Je ne sais pas en quelle classe il était, mais derrière moi, loin. Comme j'étais en terminale C, dans la voiture, c'était juste à l'entrée du Collège Vogt à l'époque. Ça a peut-être changé. Et après le putsch, c'est après le putsch que les militaires qui l'accompagnaient attendaient. Mais avant, on le déposait, on repartait. On déposait Franck Biya, on repartait. C'est après le putsch que la voiture restait avec 2 gardes militaires. C'est quelqu'un de naturellement sobre, d'une sobriété que vous n'imaginez même pas. Ça, c'est Paul Biya. Et c'est quelqu'un, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme les gens. Comme ça, il repartit. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est dans un pays où il aurait dû comprendre qu'on attend de lui qu'il impulse. C'est ce que moi, je peux lui reprocher. À 42 ans, il ne l'a pas compris. Est-ce que l'hypothèse d'un renoncement, il avait dit, justement, lors de cette visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé, répondant à Amélie Tullet de Radio France Internationale, que le moment venu, il avisera, soit il continue, soit il rentre au village se reposer. Est-ce que la deuxième hypothèse est véritablement envisageable? C'est ça que je dis. Parce que chaque fois qu'il s'est présenté, il a consulté les gens. Quand il y a le putsch au Cameroun, les gens ne savent pas que Paul Biya dit non, moi je ne veux pas que les gens meurent. Venez prendre si c'est ça que vous voulez. C'est les militaires Ngansop qui étaient général. Et ce monde qui lui ont dit pardon, on vient de passer 22 ans d'Aïdjo. Tu dis que tu vas rester là de gré ou de force. Je vous dis, on lui dit tu restes là de gré ou de force. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui consulte toujours. Mais il faut bien comprendre que dans ce système élitiste, les élites essaient de garder le pouvoir. Ce sont ces élites-là qui lui disent « reste ». Ce sont les élites qui lui disent « reste, on va te supporter ». C'est ça que je veux faire comprendre. Donc, ça veut dire que s'il consulte là, et on vient, on lui dit que non, franchement, nous, on ne veut plus de toi, il va partir. Et l'hypothèse de Béaz devient crédible. Alors, la fois, vous avez vu, ces grands supports au nord sont partis. Est-ce que vous voyez qu'il essaie de les retenir? Vous avez entendu l'un d'eux dire que, depuis qu'il est parti, Paul Biya ne l'a même pas appelé pour comprendre. C'est quelqu'un qui attendait qu'on l'appelle pour négocier. Et vous avez vu la réaction de M. Biya? Non, partez. Une façon de dire, prenez maintenant le pouvoir. Il leur a dit, vous pensez peut-être qu'ils lui ont mis un couteau dans le dos? Non, vous appelez coup de boutoir. Non, si Paul Biya avait les récupérés, oh ben, au Cameroun, on sait quoi faire. Hein? On te rappelle et on te donne ce que tu veux. Mais je vais vous poser une question. Dans les revendications de ceux qui sont partis, vous avez entendu quoi d'original? Vous avez entendu quoi d'original? À part dire, oui, les enfants du Nord sont discriminés, voilà, des choses qu'on entend depuis je ne sais plus quand. Ben, c'est-à-dire, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, quand on est nordiste, on ne peut pas dire ça. Je rappelle ici qu'à l'époque d'Aïdjo, quand tu étais nordiste, tu rentrais à l'ENAM avec le BEPC pendant 22 ans. C'était à l'issue d'une politique d'équilibre régional qui était effectivement, qui pouvait se comprendre à ce moment-là. Qui pouvait se comprendre. Vous voyez à quel moment on vous a traumatisé jusqu'à où vous arrivez à comprendre l'incompréhensible. Monsieur, pourquoi on n'a pas mis on n'a pas permis aux pygmées de rentrer avec le BEPC? Vous pouvez m'expliquer pourquoi la population primaire, primitive du Cameroun qu'on appelle les pygmées, il n'y en a aucun nulle part. Arrêtez de vouloir expliquer l'inexplicable. Dans un État-nation, on ne divise pas les gens au départ
qu'est-ce qui va se passer? Ahidjo ne faisait pas partie des gens qui ont lutté pour les indépendances. On le met au pouvoir. Il se sent seul et va vouloir créer une classe d'élite nordiste. Je n'ai rien ni contre ni pour. Il va vouloir créer. Et comme il n'y avait pas cette classe-là, il a créé. Il l'a créé du point de vue intellectuel, il l'a créé du point de vue financier. Il avait déjà créé des milliardaires. À l'ouest, il s'est rendu compte qu'il fallait des milliardaires aussi au nord. On les a créés de toutes pièces parce qu'après les indépendances, on est tous fils de paysans et petits-fils de paysans. Moi, il y a les gars de mon âge qui sont fils de maçons, on les compte au bout des doigts. Donc, c'est-à-dire qu'ils héritaient même d'une maison. Encore que au Cameroun, je suis au tribunal, il faut d'ailleurs que je demande des conseils à M. Béas parce que comme il est juriste, ça va. On ne peut pas dire qu'au nord, on faisait des internats à l'école primaire. Vous n'aviez qu'à aller déposer votre enfant, on lui donnait jusqu'au pyjama. Pourquoi qu'on ne pouvait pas faire ça chez les Pygmées? Vous voulez que je vous amène à Djoum, chez les Boulous, là où il y a les Pygmées et les Boulous? Vous voulez que je vous amène à l'est du Cameroun? Parce que c'était pas seulement à l'est du Cameroun. Vous voulez que je vous amène dans les 4 coins du Cameroun? Ne racontez pas ça. Mais je reconnais qu'il y a un déséquilibre qui est un déséquilibre scolaire. La majorité des intellectuels sortaient de l'axe Douala-Yaoundé parce que quand les Blancs arrivent, ils construisent des écoles prioritairement là. C'est pas parce que les petits étaient plus intelligents que les nordistes ou que les gars de l'Est. Non, c'est parce que les écoles étaient là, lycée Jost, collège Sacré-Cœur de Macaque, jusqu'au lycée Leclerc. Collège, voilà, c'est la vraie raison. Maintenant, on peut vouloir dire qu'on veut rééquilibrer, mais pourquoi rééquilibrer seulement au nord? Pourquoi pas à l'est? Pourquoi pas chez les Pygmées? Vous connaissez un ministre Pygmée? Vous connaissez un directeur général de société Pygmée? Ils ne font pas partie du Cameroun? Non, il ne faut pas se raconter n'importe quoi. C'était parce que Ahidjo se disait, je ne peux pas être seul ressortissant du Nord. Il y a eu, le Cameroun a été fractionné entre nordistes musulmans et sudistes non musulmans. Si vous regardez l'histoire du Cameroun, vous allez trouver ça. Et on assimilait tous les sudistes à des chrétiens. C'est pour ça qu'on parlait d'axe nord-sud. C'est comme ça que le colon a conçu le Cameroun. On va donc créer de toutes pièces Ahidjo, on va le créer parce que les sudistes sont de plus en plus cultivés et de plus en plus anticolonialistes. Notamment Paul Sopo-Priso et tous les autres sudistes qui étaient déjà intelligents, qui étaient à l'école, ils étaient anti. Si vous regardez très bien, pendant le règne de Ahidjo, il y a une bonne partie du sud. Vous ne voyez, ils étaient vraiment, je ne vais pas dire discriminés, mais ils n'étaient pas au premier plan. Tu ne pouvais ressortir que si tu allais au Conseil des ministres avec le gant droit. Si vous voulez, je vous envoie les photos des conseils des ministres d'Ahidjo. Tout le monde venait là, voilà. Ça se passait comme ça parce que c'était devenu des ministres alimentaires. Les gens se battaient pour leur poste. Il y avait beaucoup de ça. Il ne faut pas penser que tout le monde là était quelqu'un de conscient, de nationaliste, de... Non, non, non. Aïe. Il y a des gens qui se sont dit, ok, d'accord, moi je vais chercher ma pitance. Et c'est ça le problème du Cameroun. On a donc créé les élites. Et ce sont ces élites-là qui sont consultées. Et on consulte ces élites-là pour savoir si le chef d'État va se représenter. Si la consultation est négative, ce dont je doute fort, vous parlez d'Issa Chiroma, vous parlez de Bello Boubacaré, il suffit dans le même coin là d'aller prendre un ressortir, ça là, de leur donner leur place. Et vous allez voir comment les foules vont se retourner devant ceux qui vont les remplacer. Parce que l'électorat de masse n'est pas un électorat intellectuel. Donc, ce sont les consultations qui sont en train d'être effectuées. Et je soupçonne d'ailleurs que dans ces consultations, le chef d'État même lui dit à Bello Boubacaré, bon, vas-y, va dans la compétition. Parce qu'il y a un gros enjeu là. Celui qui va remplacer Paul Biya, celui qui sera le second, Paul Biya leur a dit, allez en compétition et vous allez vous-même décider de celui qui me remplace. Donc, il faut surveiller le numéro 2 de cette élection. Il faut surveiller le numéro 2 de cette élection. Pour rappel, Bello Boubacaré a déjà 82 ans. Et Issa Chiroma n'est plus très très jeune non plus. Pour rappel. Donc, il y a de fortes chances qu'il y a un rééquilibrage des partis politiques de façon à pouvoir faire face. Et il y a de fortes chances que M. Paul Biya lui-même lâche le lest pour préparer son départ
de façon à ce que la compétition soit dure et que le meilleur gagne. Et que ce meilleur-là peut être Bello Bouba Magare, il peut être Issa Chiroma. Il peut être le Premier ministre John Gouté. Mais je ne pense pas que politiquement, le secrétaire général de la présidence soit bien placé. Du point de vue politique, je ne parle pas du point de vue de responsabilité du pays. C'est un numéro 2 de l'exécutif. Mais politiquement, du point de vue de la popularité politique, un John Gouté a beaucoup plus de popularité que lui. Ça, c'est mon analyse. Donc, ça fait une élection cruciale où ce serait important pour trouver le vrai numéro 2 du Cameroun, qui sera celui qui risque de prendre une place pour éventuellement remplacer le chef d'État en cas de démission ou de vacance du pouvoir. Revenons donc à Salmon Béas. Dans la configuration décrite, dans le schéma décrit par Henri Atangana, c'est bel et bien l'élite qui détient finalement tout le pouvoir, cette élite qui est consultée là, l'élite des dirigeants et qui veut conserver ses privilèges. Dans ce cas, il est compliqué d'imaginer que cette élite puisse renoncer à Paul Biya qui garantirait leurs avantages, leur pouvoir, plutôt que d'aller vers la candidature que vous évoquez, celle de l'actuel Premier ministre. Je vais vous dire de façon qu'est-ce qu'on fait? De façon simple et claire. Salmon Béas. Et je souhaite... Salmon, qu'est-ce qu'on fait du mécontentement populaire dans cette configuration-là? Vous avez eu beau jeu de mentionner populaire. Populaire ne vient pas de peuple. Populaire vient de population. Et je vous l'ai dit, il y a un jour aujourd'hui que les populations ne sont pas partenaires du contrat social. Ceux qui sont partenaires du contrat social, c'est le peuple. La justice est rendue au nom du peuple, pas des populations. Il faut une évolution pour que les populations subissent une transformation pour devenir un peuple. C'est ce que Omniobel Ompodol avait prescrit en 1948. Mais ça n'a pas été fait. Parce que la France, oujoulatiste, a contribué à éliminer tous ceux qui étaient porteurs de ce projet. Notamment Omniobel, Ernest Ouandjé, Albert King, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandjé assassinés et tués par les politiques françaises le 15 janvier 1971. J'insiste. C'est la France qui a tué Ernest Ouandjé. Quand je le dis, je ne déteste pas Kylian Mbappé ou Lilian Thuram ou encore Bertrand Leboeuf ou Zinedine Zidane. Je le dis parce que j'indexe les politiques françaises. Celles qui ont beau jeu de siéger au Conseil européen, au Parlement européen, aux Nations unies, et qui gèrent les relations Afrique, Europe, Europe, Afrique et tout ça. France-Afrique. C'est celle-là que je fais allusion. Et je dis de façon claire, pourquoi John Gouté est le candidat du RDPC? John Gouté est le candidat du RDPC parce qu'il est le seul qui traîne moins de casseroles dans le RDPC. Il n'a pas de casserole. Ngongo a les casseroles. Motazé en a. Le ministre de la Commission en a. Le ministre de l'économie en a. John Gouté est propre. C'est monsieur propre. Il fait profil bas. Il respecte les Camerounais. Il parle toujours à voix basse. Il dit des choses propres. Et vous avez vu qu'avant le grand dialogue national, il était allé dans le Nozo. Il avait dit tous les problèmes doivent être débattus au grand dialogue. Atanga est venu dire que non, sauf la forme de l'État. Ils le combattent parce qu'ils savent que lui est propre. Eux sont sales. Ils le savent tous. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas moi qui le dis. Quand
Quand quelqu'un se déclare Moulinex, il dit qui broie les Camerounais. Vous croyez que quel Camerounais peut l'aimer? Le sort du RDPC est entre les mains de John Ngouté. Mais seulement, ça ne va pas être facile. Est-ce que les élites dont parle Henri Atangana sont d'accord, pourraient être d'accord pour faire le compromis autour de sa figure, autour d'une autre figure que celle de Paul Biya? Mais c'est pour ça que John Ngouté est en tournée. C'est Paul Biya qui envoie John Ngouté en tournée dans le Nozo. Parce que tous les candidats qui sont à l'élection présidentielle, ils ont misé sur le Nord. Personne n'a misé sur le Nozo. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. À l'élection de 2018, aucun candidat n'a fait campagne dans le Nozo. Aucun. Tous ont peur de la mort. Parce qu'ils savent qu'ils ont peur de la mort. Ils savent que la vie est précieuse. Ils veulent devenir président pas parce qu'ils veulent mourir. Ils veulent devenir président parce que c'est un prestige. Même pas le candidat de votre parti politique. Je suis sérieux quand je le dis. Je ne suis pas en train de blaguer. Maurice Kamto n'a pas fait campagne dans le Nozo. C'est pas toujours ce que non, il n'a la pas communication de votre parti nous a fait croire. Il n'a pas fait campagne dans le Nozo. Il n'a pas fait. C'est vrai, il n'a pas fait. Quand on le dit, ce n'est pas un mensonge, il n'a pas fait campagne dans le Nozo. C'est pas évident de faire campagne dans le Nozo. Le Nozo est en guerre. Le Nozo emploie d'une guerre fratricide. Les coupeurs de route par là. Les Amba Boys par là. Moi-même, j'ai peur. Parce que je ne peux pas une balle perdue. Quand on ne fait pas campagne dans le Nozo, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Nozo. Ça veut tout simplement dire que le Nozo est en guerre. Personne ne peut aller dans une zone en guerre. C'est normal. Celui qui veut reprocher ça à Maurice Kamto, lui-même doit réfléchir par 3 fois. Qui voit le danger part. Personne, moi-même, je ne peux pas voir le danger et je pars. Sauf que le RDPC qui tient la machine étatique à la température de ce qui se passe. Vous avez vu John Ngouté aller au nord-ouest, à Bamenda. Il a été accueilli en grande pompe. Il a 2 jours là-bas pour faire campagne et tout. Les chefs traditionnels ont parlé. Il va être dans le sud-ouest. C'est une campagne. Le RDPC est en train de gagner 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont été un peu exclus quand même des dernières échéances électorales. C'est pour ça que je dis, je ne vois pas un seul anglophone qui peut ne pas voter pour un anglophone qui est candidat à l'élection présidentielle, alors que la crise anglophone apparaît comme étant le plus grand scandale de la gestion de Paul Biya depuis 43 ans. Le RDPC a battu ses cartes. Le RDPC a battu la carte de Bello Bouba. Elle a battu la carte d'Issa Chiroma. Il a battu la carte de John Ngouté. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes gens du MLC et de tous les partis d'opposition, vous parlez beaucoup. Biya dit que je suis le meilleur élève de la France. Et vous voulez aborder le meilleur élève de la France avec des pincettes. C'est le meilleur élève de la France. En matière de politique. Et tout le monde sait dans le monde que même les États-Unis ne valent pas la France en matière de politique. Quand quelqu'un vous dit donc qu'il a l'agrégation de la politique donnée par la France, vous jouez avec la personne, c'est sérieux. Je pense donc que les Camerounais devraient être extrêmement sérieux. L'ambition pour nous, c'est de dégager le système RDPC qui gère le Cameroun pendant 43 ans pour mettre à la tête du Cameroun un patriote qui doit sauvegarder les intérêts du Cameroun, couper le cordon entre le Cameroun et les politiques françaises. Je suis très radical là-dessus. Pour qu'on ait la souveraineté, il faut couper le cordon comme Ibrahim Traoré l'a fait. On coupe le cordon. La France n'a plus rien à dire au Cameroun. Il faut trouver ce leader-là qui est capable d'avoir le courage d'incarner ses valeurs. Et c'est là où le combat se joue. Et c'est pour ça que j'appelle aux partis politiques de l'opposition d'avoir la hauteur de faire passer l'intérêt supérieur de la nation camerounaise au détriment de des intérêts individuels. Il ne suffit pas d'avoir un gars qui est agrégé
de droit public, privé, ou bien tout autre droit qui n'existe pas encore. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans les assurances et qui a plafonné comme directeur, PDG, PCA. Il suffit d'avoir un patriote, un gars de Loum, de Mbanga, de Djombe, de Penja, de Mombo, de Zouatele, de Otele, de Sangmelima, de Besombe, de Lognanga, de Puma, de Bessunkan, qui aime le Cameroun. Un patriote qui fait passer les intérêts du Cameroun avant tout autre intérêt. C'est ce patriote dont on a besoin pour faire en sorte que la France n'exploite le bois de Yabassi, le fer de Malam. Que toutes ces richesses soient utilisées pour que le Cameroun se développe. Qu'on puisse faire avancer le Cameroun. C'est ça qu'on a besoin. Ce n'est pas un gars qui va nous expliquer East tel que East est égal à 25, que la Cour constitutionnelle de justice est égale à ceci parce que le droit international fait ceci. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons un gars qui aime le Cameroun et qui est prêt à mourir pour le Cameroun. Alors, ça c'est les questions de fond. Sur le plan de la forme, Paul Biya avait annoncé sa candidature en 2018 par un tweet sur les réseaux sociaux. La candidature de Dion Ngouté que vous évoquez, c'est la thèse que vous défendez, pourrait prendre quelle forme? Le RDPC rechine à s'organiser un congrès depuis 2016. Le RDPC fera un congrès extraordinaire qui sera ordonnancé par un juge, une commission ad hoc, parce que les tests du RDPC sont désuets en matière de convocation normale du congrès extraordinaire. Il faut un juge ad hoc, une commission ad hoc. Et un juge le fera. Et ça, c'est le juriste qui parle. Mais bien sûr, je le dis. Ça veut dire que l'action de Léon Taylor-Onana peut aussi participer de l'éducation. Mais bien sûr, Léon Taylor-Onana a mis la pression et c'est ce qui se fera. Le RDPC n'est pas pressé. Vous savez pourquoi ils ne sont pas pressés? Parce que c'est Biya qui dit quand le corps électoral sera convoqué. C'est lui qui donne le timing des élections. C'est lui qui donne le timing de la campagne. En s'appuyant bel et bien sur le code électoral et la Constitution. Mais il y a un calendrier. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Le président de la République a tous les pouvoirs. Vous pensez qu'il peut, décider que l'élection aura lieu, par exemple, en 2028? Il peut violer, les gens ne feront rien. Henri Atangana, j'ai envie de vous entendre sur cette question-là. Ils ne feront rien. Voilà. Comment on ordonnance tout ça sur le plan pratique, sur le plan formel, pour que ce soit conforme à la loi? J'imagine que c'est une exigence. Vous présentiez Paul Biya tout à l'heure comme quelqu'un qui n'était pas pouvoiriste, quelqu'un d'assez sobre. Il a également la réputation pour justement d'être quelqu'un d'assez légaliste, une légalité et une légalité de plus en plus difficile à implémenter à l'intérieur de son parti au regard de ce congrès qui n'arrive jamais et même de son statut de président du RDPC qui semble être aujourd'hui contesté au regard justement des textes du propre RDPC. Oui, mais vous savez que, je ne sais pas, le juriste est là, il connaît ça mieux que moi. Vous savez que pour se plaindre du fait qu'une organisation comme le RDPC ne fonctionne pas bien, il faut être parti. Si vous n'êtes pas parti, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du RDPC, vous pouvez pas saisir un tribunal. Ce serait difficile. Donc en réalité, compte tenu de la discipline interne, s'ils laissent faire ce qu'ils veulent, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre quelqu'un à la tête du RDPC et dire à cette personne à la tête du RDPC d'abord, il faut que le RDPC s'entende. L'une des grosses difficultés, c'est que au RDPC, si le Paul Biya s'en va, le vrai combat sera qui reprend le RDPC. Voilà la question de fond. Qui, dans le sens où toutes les grosses pointures du RDPC doivent s'aligner derrière lui et accepter la position de second. Ça se négocie, ça s'organise autour de conciliabules, autour de négociations, autour de deals. Ça peut se faire, n'est-ce pas, Henri Atangana? Pourquoi voyez-vous le risque d'implosion? Tu sais très bien qu'ils s'empoisonnent pour savoir qui est chef de famille.
Tu es petit, donc tu sais très bien comment les gens s'entretuent pour savoir qui est chef de famille. Vous essayez de les mettre ensemble, vous dites négocier, ça c'est le propre du Camerounais. Théoriquement, on peut concevoir, mais quand vous leur dites trouvez donc, vous n'avez pas de solution. Les Bantous en général, ils se battent, je dis simple chef de famille. Hein. Simple chef de famille, ils s'empoisonnent. Alors là, quand ils se battent quand ils veulent avoir la place du RDPC pour être à la tête, il ne faut pas croire que ce sera un jeu d'enfant. C'est compliqué. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et l'une des choses qui peut arriver, c'est que le chef d'État se représente et après, il nomme un successeur constitutionnel et il s'en va. Et là, le successeur constitutionnel prend automatiquement le pouvoir sans le RDPC a le temps de consolider sa place pour les élections d'après 2025. Mais s'il s'en va avant, ça sera compliqué. Parce que les gens vont se battre pour prendre la tête du RDPC. Et la bataille sera rude. Maintenant, ici, il a peut-être cette volonté, mais je crois qu'il a ses éléments d'analyse. Je crois que c'est ça. Donc, l'une des façons, c'est qu'il va aux élections, il les gagne, et après, il nomme un successeur constitutionnel, comme exactement Aïdjo l'avait fait. Il met dans des textes, successeur constitutionnel, ou met dans des textes de loi qui le remplace. Ça peut être le Premier ministre, ça peut être le secrétaire général de la présidence, un successeur constitutionnel, on arrange ça et il le remplace. Sortons donc de ces débats salement béas de personnes, de Premier ministre, de SGPR. Alors, qu'est-ce qu'il reste de force au pouvoir de Yaoundé aujourd'hui en termes de capacité de manœuvre justement et de projection pour aller gagner cette élection présidentielle avec le candidat qu'ils se seront choisis? Est-ce que vous avez le sentiment que le mécontentement populaire, les réussites, les demi-réussites des 42 ans de règne de Paul Biya peuvent participer à effriter la base électorale, la base de soutien, même au sein des élites, de celui qui sera choisi au sein du pouvoir? La population a l'envie, mais la population n'a pas des outils pour faire face. Maurice Kamto est parti de la France pour venir au Cameroun. Il voulait tenir un meeting à Dedo. On l'a bloqué à Bonapriso. On l'a pris de Bonapriso, on l'a extradé à Yaoundé. Qui a fait quoi? Qui a parlé? Les populations ont fait quoi? Elles se sont agglutinées à Dedo, elles ont chanté l'hymne national, c'était tout, non? Mais elles savaient qu'il est à Bonapriso, qui allait là-bas. Il ne suffit pas de parler, il suffit d'agir. Ce n'est pas les populations qui agissent, c'est le peuple qui agit. Le peuple est conscient de ses droits et de ses devoirs. Les populations n'ont ni droit ni devoir. Elles sont à l'état brut, villageoise et primitive. Ce n'est pas une insulte, c'est ce qui est. Seul le peuple a des droits et des devoirs. Seuls les citoyens ont des droits et des devoirs. L'ensemble des citoyens constitue le peuple. Alors, le chef de l'exécutif, c'est qui? C'est Paul Biya. Le président de l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est Kavaye Djibril. Le président du Sénat, c'est qui? C'est Nyadi Fendi. Le SGPR, c'est qui? C'est Ferdinand Ngongo. Le secrétaire d'État à la gendarmerie, c'est qui? C'est Gala Setoga. Le ministre de la Défense, c'est qui? C'est Betty Assomo. Le ministre des Finances, c'est qui? C'est Motazé. Le ministre de la Justice, c'est qui? C'est Laurent Esso. Tous sont des militants du RDPC. Comment les gens peuvent faire pour battre ces gars? Ces gars, c'est des férus. Ils ont caporalisé. C'est perdu. Bangangele, activez la police, on vous arrête. Bangangele, activez la police, on va arrêter, on va jeter à 3 ans. Bangangele. Il va me payer ça. Il va me payer ça. Je ne peux pas le laisser.
J'irai le voir, il va me payer les 3 ans là. Il a activé la police à Douala, on m'a arrêté, on m'a jeté à Debelle pour 3 ans. Les gens sont restés tranquilles à Douala, chacun était chez lui, contrôlait son commerce, chacun vendait ses oignons et tout ça. Mais là, c'était à Debelle en fait. Mes enfants n'allaient pas à l'école, ma femme trimait partout et les gens l'insultaient même à la limite. Ceux même pour qui je me battais insultaient ma femme. C'est la réalité que je vis. Quand moi je parle de ce plateau, moi j'ai mal. Mais je le dis parce que je ris. Vous savez pourquoi il rit? Je ris parce que je suis débordé. Le rire est parfois le frère jumeau du sanglot. Ceux pour qui je me battais insultaient ma femme. Ceux pour qui je me battais insultaient ma femme. Ils sont là aujourd'hui, ils observent. Je sais de quoi je parle. Ils étaient chez eux, hein. Moi, je suis descendu dans la rue. Ils ont insulté ma femme, hein. J'étais à Nobel. Ils vaquaient à leurs occupations. Aujourd'hui, ils disent que je suis un traître. De qui vous parlez? Je suis sérieux, hein. De qui vous parlez? Mais les populations camerounaises, qui n'ont aucune formation idéologique, aucune formation citoyenne, qui ne sont pas engagées, qui ne comprennent pas les enjeux de fonctionnement de la nation, ni les enjeux de fonctionnement de l'État. Et dans ces populations-là se retrouvent des sympathisants et militants de formation politique. Qui insulte Cabral, qui insulte Tanfou, qui insulte Maurice Kamto, qui insulte tout le monde. Oui, je suis sérieux quand je le dis. Hein. C'est regrettable, mais je le dis. Mais quand je regarde dans la machine que nous avons en face, et je vois la blague que les gens font, je me dis, est-ce que ces gars sont sérieux? Quoi que l'on ait depuis, c'est des blagueurs. Il y a des professeurs agrégés. Il y a des illustres professeurs agrégés hors hiérarchique. Mais un gars du quartier qui vend les oignons te dit que quand Dieu de nous parle, il est fou. Dieu de nous, professeur agrégé, recteur de l'université de Douala, il parle. Un gars qui vend les chaussures au marché Kololo te dit que Dieu de nous est fou. Tu ne vois pas que c'est le gars là qui est 4 fois fou. Donc Dieu de nous ne sait pas ce qu'il dit. Mais c'est le vendeur de chaussures au marché central qui sait que Dieu de nous est fou. On parle de non, je suis sérieux quand il dit. Magloire Ondoa. Je veux dire Magloire Ondoa. Le professeur Magloire Ondoa, oui, l'actuel recteur de l'université. Oui, qui a fait une intervention à la CATV dernièrement. À la chaîne PRC. Mais bien sûr. Voilà. Moi, ça me fait mal. Je dis, je regarde ces gars, je dis, mais c'est Dieudonné Oyono est anciennement recteur de l'université. Je dis, mais excusez-moi, Magloire Ondoa. Je dis, mais ces gars sont fous. Bon, un gars comme Magloire Ondoa, agrégé, est fou. L'un des meilleurs, en tout cas, dans son domaine. Il est même le meilleur. On dit, un gars qui vend les chaussures dit qu'il est fou. Tu vois pas que le gars des chaussures là, vendre les chaussures là n'est pas normal. Vous croyez que ces gars peuvent être fous? Un gars qui dit une gongo n'est pas normal, tu vois que ce n'est pas le gars là qui a le problème. Mais les populations camerounaises n'ont pas été préparées suffisamment pour assurer la transition. C'est pour ça que dans les partis politiques, il y a les messies, que les populations croient que ces messies des partis politiques, qui sont les présidents des partis politiques, vont venir faire le miracle. C'est faux. Ils ne peuvent rien faire. La preuve, on a arrêté Maurice Kamto à Douala, on a jeté à Yaoundé. Qui a fait quoi? Qui a parlé? Qui était là-bas? Chacun était chez lui. On a pris Maurice Kamto, escorte, Yaoundé, Santa Barbara, il est entré chez lui. Terminé. A-t-il parlé avec ses militants? Non. A-t-il tenu un meeting? Non. C'est la preuve de la superpuissance du RDPC. Qui se confond à l'État. Qui tient les sous-préfets, qui tient les gouverneurs, qui tient les chefs de la DST, le délégué à la Sécurité nationale, les services de concentrés, les services régionaux, et tout ça. C'est le RDPC. Ce n'est pas un jeu. Il faut que les gens soient conscients de ça pour savoir ce qu'il faut faire. Et moi, j'en suis conscient. J'ai fait 1102 jours de détention à la prison centrale de Douala. Bibou Nissak a déjà fait 1102 jours à la prison centrale de Kondé. Il a quoi à l'intérieur? Il n'est pas encore sorti. Sa femme Jeanne est à Yaoundé. Ses enfants, les beaux enfants sont là. Les gens sont là, ils babasent sur la toile. Sa famille qui souffre. Hein. Les gens font les commentaires, ils se disent que c'est le jeu. Ce n'est pas du jeu. Fogué est encore dedans. Le professeur. Vous pensez que
si on tenait les leviers, Fogué serait encore dedans. Les gars là sont forts. Les gars du RDPC là sont forts. Il faut donc qu'on se prépare pour savoir comment attaquer ces gars. Quand Famon Ndongo parle, il sait de quoi il parle. On fait les petits trucs au quartier, on croit que quand on va faire les petits cocos ça au quartier, ça suffit pour déstabiliser le RDPC. Ça ne passe pas comme ça, je suis désolé. Le RDPC n'est pas un parti blagueur. Quand ils disent quelque chose, ils font. Quand ils disent qu'ils vont faire, ils vont faire. Quand ils ont dit que Maurice Kamto, quel qu'en soit ce qu'il fait sur le mandat impératif, ne sera pas candidat, les gars là sont sérieux. Ils vont bloquer la candidature de Maurice Kamto. C'est pour ça que moi je dis, est-ce que la population est prête à descendre dans la rue quand on va bloquer la candidature de Maurice Pour faire Kamto? quoi dans la rue? Mais bien sûr. Pour faire quoi dans la rue? La constitution camerounaise dit de façon claire, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Si un gouvernant ne fait pas ce que le peuple demande de faire, de par le contrat social, le peuple a le droit de réclamer la souveraineté. C'est un droit constitutionnel. Mais est-ce que les Camerounais sont prêts à revendiquer cette souveraineté? À revendiquer cette souveraineté. Allons voir Henri Atangana de l'autre côté. Henri, Salmon Béas peint ou alors dépeint un tableau qui le fait rigoler, sûrement au sens de ce que Séverin Cécile Abega écrivait dans les Biman, lorsqu'il disait que le rire est parfois le frère jumeau du sanglot. Est-ce à dire que c'est perdu pour l'opposition camerounaise, qu'il n'y a aucune chance d'influencer cette élection de manière à porter la voix de ce que Salmon Béas décrit comme étant une population, mais qui est quand même en train de chercher la voie qui mène à la constitution d'un peuple? Oui, mais la question posée comme ça n'est pas... Je ne pense pas qu'on peut poser la question comme ça. Parce que vous aimeriez qu'on la pose comment? J'y arrive. Parce que je veux quand même rappeler en passant que quand on donne la démocratie à un peuple, mais vous allez quand même accepter, vous et moi, que si on prend ma grand-mère au village, qui a la même voix que moi, on n'a pas la même compréhension des enjeux. Absolument. Très bien. Et vous avez la moitié de la population comme ça. Vous comprenez déjà la difficulté. Donc, à partir du moment où on dit que le peuple est souverain, ce peuple-là doit pouvoir comprendre ce que c'est que la souveraineté. Et pouvoir user de cette souveraineté. Malheureusement, on est né dans un État qui a créé des élites. Et comme j'avais dit au début, les populations soutiennent leurs élites. Et ces élites soutiennent le pouvoir. Ça veut dire que, indirectement, les populations vont majoritairement soutenir le pouvoir. Parce que c'est comme ça que ça a été pensé. Nous sommes nés dans des sociétés où, après les indépendances, et c'est encore actuel aujourd'hui, vous allez dans votre village, ben, c'est votre cousin, c'est votre oncle, c'est l'enfant de votre cousin qui vient vous dire est-ce que tu peux m'aider à payer les études de mon enfant? Vous payez. Convenez ça avec moi. Mais absolument. Si vous vous représentez comme député, il va voter pour vous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous n'écrivez pas de grosses équations. Et c'est devenu un mode de fonctionnement. À partir du moment où vous n'êtes pas autonome, vous dépendez, je crois que c'est sur votre plateau que je disais ce matin, que à partir du moment où quelqu'un d'autre vous donne à manger, vous n'allez plus travailler pour manger. Et vous allez vous habituer. Et petit à petit, vous devenez son esclave. D'ailleurs, Platon a essayé de mettre ça en œuvre dans la dialectique du maître de l'esclave. Du maître de l'esclave. Voilà. C'est-à-dire, et ce matin, on parlait des aides alimentaires américaines en Afrique qui durent des siècles. Il ne faut pas aller prendre ma grand-mère au village, vous lui apporter le riz. Elle n'aura plus aucune raison de se lever pour aller cultiver son manioc. Mais si vous essayez de lui expliquer là que cette attitude fera d'elle l'esclave de celui qui apporte le riz, parce qu'il va faire ça pendant 1 an.
Le jour où il n'apporte pas le riz, tu te mets à genoux pour lui demander le riz parce que tu ne sais plus cultiver le manioc. Vous voyez, j'ai vu des choses assez bizarres quand j'étais petit. J'allais au village, et du coup, que ce soit dans mon village maternel ou paternel, on accompagnait nos grands-parents au champ, qui cultivaient les arachides, qui cultivaient les baniers. Moi, j'ai cultivé les arachides, baniers, manguiers et tout ça. Non, je crois qu'il y a quelques années, 2-3 ans, je dis à un de mes oncles, mais fais un hectare de bananier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit que je dois lui donner de l'argent pour acheter les boutures de bananiers. Mais comment nous on faisait avant? Comment les gens faisaient avant quand ils n'achetaient pas les boutures de bananiers? Allez, essayez d'aller dans votre village et vous dites à quelqu'un, le cacao coûte déjà 6 000 francs le kilo, fais un hectare de cacao. Il va te dire, donne-moi l'argent pour pouvoir faire ça. Mais comment nos grands-parents faisaient pour avoir ces hectares? À la main, à la daba. Voilà, on l'a habitué à autre chose. Tu prends l'habitude que tu t'assois et qu'on te donne. Et quand vous êtes par exemple à Yaoundé, vous trouvez des personnes qui viennent et qui te disent oui, aide-nous. Est-ce que vous avez vu la fin de M. Mendoza? Moi, je le voyais à l'hôpital isolé, j'avais les larmes aux yeux. Quand vous savez le nombre de personnes qu'il a aidées, quand vous savez le nombre de personnes à qui il a donné un poste, alors, quand j'entendais Béaz dire que Maurice Kamto était en prison, les gens riaient. J'ai ri là, quand il a dit que lui-même, quand il était en prison, on se moquait de sa femme qui n'avait pas faim. Si tu arrives aujourd'hui dans n'importe quel village, dès que tu mets l'argent, tu deviens le roi. Même l'argent d'une prostituée, elle devient chef de famille. Même, je dis bien, même l'argent de la prostitution. Alors, quand vous habituez les gens à ça, ils deviennent des sortes d'esclaves. Très bien. Donc, ces élites-là vont donc tenir ces gens comme ça, et ces masses vont voter pour elles. Tu vois, ma grand-mère, si tu vas dans le village et tu lui dis qu'il y a un mec qui vient de je ne sais d'où, qui ne lui a jamais payé la rentrée de ses enfants, même si, d'abord, tout ce que tu lui racontes, c'est du français. Elle va dire que tu parles bien français. C'est comme la musique. Dès que tu es parti, elle va juste se demander qu'est-ce que tu as fait pour elle. Si tu n'as rien fait, bon, elle ne va jamais voter pour toi. Et c'est les masses populaires, la majorité. Et c'est comme ça que notre État est né. Quelle est donc la valeur? Quelle est la valeur du vote dans ces conditions-là, Henri? C'est à vous que je disais, et je sais que vous avez vérifié l'information, vous connaissant. Je vous ai dit sur votre plateau que Churchill disait qu'il suffit de bavarder avec un électeur moyen 5 minutes pour comprendre que la démocratie est un leurre. Et c'est vrai dans tous les pays du monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte tous les pays de l'Union européenne ont condamné Nathalie Yam? C'est pas vous si vous entendez ça, c'est-à-dire que le Parlement européen s'assoit pour condamner un petit bout de femme qui ne fait que parler. Là, on est en Europe, hein? Là, quand tu entends ça, tu as envie de leur dire, mais vous, les grands monsieur là, grand donneur de leçons, de liberté d'expression, de défense des droits de l'homme, de droits des peuples à savoir, du droit de population à l'information. C'est des modules pour lesquels nous autres, c'est pas mon rôle de parler de moi sur ce plateau, mais c'est des modules pour lesquels nous on a passé des nuits blanches justement à réviser, à bouquer, pour passer nos examens à l'école de journalisme à l'époque. Ces pays-là sont capables de dire à une femme qui n'utilise que la liberté d'expression. Et il n'y a pas qu'elle, hein, moi je ne la connais pas personnellement, on n'a jamais eu un coup de téléphone, mais moi je suis choqué par ça. Il y a un autre Camerounais qu'on appelle M. Nyamsi, que je ne connais pas personnellement, je n'ai jamais bavardé avec lui. Ses salaires ont été bloqués. Il y a quelqu'un qui m'a dit que nous en Europe ici, et vous savez, les panafricains, dès que vous êtes en Europe, pour vous amuser, on bloque vos comptes. Pour vous amuser, on vous vire de là où vous travaillez. Parce que les gens nous disent souvent qu'on est en abri en Europe. Mon ami, vous êtes plus à l'abri au Cameroun qu'en Europe. Je vous dis que vous êtes plus à l'abri au Cameroun de critiquer qu'en Europe. Vous ne me croyez pas? Ça, c'est les exemples que vous voyez. Mais tous les autres, on t'appelle, on te dit, mon petit ami, tu continues.
voilà, tu te lèves un matin, ton banquier t'envoie une lettre, il te dit, j'ai gelé tes comptes. Tu n'as plus accès aux comptes. Dans Et un dès qu'on système où gèle comme tout est ça, bancarisé. monsieur Mbarga, je serai obligé de prendre le premier avion. Je ne sais même pas si j'aurai l'argent pour payer l'avion parce que les comptes seront bloqués. Je vais te dire de cotiser pour me payer un billet d'avion. Je retourne au Cameroun, au village. En espérant qu'au village là-bas, je ne trouve pas quelqu'un parce que moi, je suis en train de me battre pas pour le jugement de succession de mon propre père. J'ai vu la magie. Hein. Si vous racontez ce qu'il y a au Cameroun, parfois vous tombez de haut. Et ça, vous n'avez pas dit que c'est Paul Biya. Un monsieur arrive au tribunal et il présente, il dit au juge que je ne dois pas faire le jugement de succession de mon frère parce qu'il l'a déjà fait et que je suis co-héritier. Je n'ai jamais été au courant. Il n'a pas d'acte de naissance. Incroyable. On démontre que je vais là où on a fait le jugement supposé, on me dit que non, c'est un faux. On le donne au juge. Monsieur Berz va peut-être nous expliquer. Moi, je pensais que le procureur allait arrêter ce type qui se promène avec un faux jugement de succession. Il est libre. Devant un tribunal. Je vous dis que j'ai le dossier. Je ne parle pas. Je dis devant un tribunal, tu vas devant un tribunal d'instance. Monsieur Atangana, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Il y a des incongruités dans notre pays. Vous voyez un jeune comme moi, je décide de me battre. C'est pour ça que je dis à Betty, Betty Assomo, tu es jeune comme moi. Il ne faut pas torturer les jeunes. Je le dis à Motazé qui gère les finances du Cameroun. Fais attention, il y a des jeunes comme moi qui se battent. Je le dis à René Sadji, je parle comme ça au modéré du RDPC, qui me coûte. Ne faites pas comme les radicaux. Le Cameroun nous appartient tous. La justice est le dernier rempart d'un pays. Quand tout est perdu, on ne s'accroche qu'à la justice. Ne laissez pas ces gars détruire ce pays. Nous sommes avec vous. Parce que nous savons qui vous êtes. Je parle à Betty, à Motazé, qui sont les modérés du RDPC. Donc j'étais en train de dire, je vais chuter par là pour laisser... Ne laissez pas ces gars détruire ce pays. Henri Atangana va donc poursuivre. Ouais, j'étais en train de chuter pour dire que... donc il ne faut pas... Et c'est dans tous les pays du monde. Hein. Les masses critiques ne sont pas les masses qui ont une conscience de la politique. Et en Belgique, ici, par exemple, on parle de clientélisme. Les partis, le MR accuse souvent les autres partis de clientélisme. Si vous êtes dans le Hainaut ici, en Belgique, les gens votent socialiste depuis plus d'un demi-siècle. Ils votent par habitude. Oui. Et à la naissance de la Ve République française, en France, on votait toujours à droite. Le premier chef d'État de gauche, c'est Mitterrand. Il a d'ailleurs surpris tout le monde. Parce que la France est un pays de gens qui votent à droite. Je ne vais pas dire à l'extrême droite, ne prêtez pas les mots. Donc, les gens votent par habitude familiale. Les gens votent comme dans une religion. Alors, maintenant, quelle est la place de l'opposition? La difficulté chez nous, c'est le manque d'organisation de l'opposition. Regardez ce qui se passe au RDPC. Ça ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en France au RPR? À l'époque, pour être chef d'État en France, on prenait le contrôle du parti, jusqu'à Chirac. Et les grosses têtes se sont retrouvées là, ces partis ont explosé. Où est le RPR? Et puis, il n'y a plus rien. Puis il n'y a plus rien. Il y a Macron qui s'est retrouvé chef d'État sans parti politique. Et puis, dès qu'il a créé le parti, tout le monde est allé. Vous croyez qu'il a eu la majorité? Pourquoi? Et c'est parce que les gens allaient chercher les postes de députés, de ministres. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Ceci étant, quelle est la place de l'opposition? L'opposition doit s'organiser, même si elle a des cailloux dans la chaussure. D'abord, l'opposition aujourd'hui a un problème de leader charismatique. Bello Bouban, Magaï, 82 ans, on sait que moi je ne parle jamais des âges. Issa Chiroma, ils ont été ministres sous Aïdjo, en tout cas des hautes personnalités. Ils ont été ministres sous Biya. Très bien.
il démissionne pour aller dans l'opposition. Moi, je vais vous poser une question sérieuse. Il propose quoi? Ils ne sont pas leur porte-parole. Mais pourtant, vous allez voir, les gens vont voter pour eux. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut croire une seule seconde? Ce sera simplement la continuité. Désolé, hein, moi je mets le pied dans le plat. Je te dis, moi je ne vois pas. Si au moins en sortant, ils auront dit, voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont faire d'autre que le RDPC actuellement? Moi je ne vois pas. Désolé. Or aujourd'hui, on constate, si vous me dites que la politique du RDPC est un échec, ça veut dire que celui qui vient après doit proposer autre chose. Mais si vous nous ramenez les mêmes choses, nous les enfants du Nord, nous les enfants Bamois, nous les enfants Pygmées, on n'a pas eu. C'est le discours qu'ils tiennent. Le discours qui est tenu au Cameroun depuis Aïdjo. Les enfants de chez moi ne sont pas discriminés, on vous nomme. Les enfants de là-bas sont discriminés, on vous nomme. Comment vous faites pour ne pas vous rendre compte que... Pourtant, c'est le débat politique actuellement, hein. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau là. Il faut alors s'orienter vers les nouveaux leaders. Et ces nouveaux leaders qui doivent maintenant se constituer, organiser quelque chose. Mais là, connaissant les Camerounais, le gros problème, ce n'est pas l'opposition. Ce sera les luttes de personnes dans l'opposition. Ne me faites pas... vous savez, moi, je n'aime pas parler de gens que je ne connais pas. Et il y a dans l'opposition certaines personnes dont vous voyez vous-même qu'elles n'ont pas le charisme de la fonction. Vous le voyez. Mais comme nous sommes dans des pays où il y a le culte du chef, tout le monde vote pour eux, personne ne leur dit, écoutez, si vous n'avez pas le profil. Monsieur Mbaga, est-ce que je mens? Quand vous-même vous les regardez, vous ne parlez pas, vous les regardez juste. Vous prenez même une petite fille de 7 ans, vous leur dites, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. Vous savez pourquoi on me déteste? Vous savez pourquoi? Qui vous déteste? Non, on me déteste. Qui vous déteste, monsieur Même Béas? dans mon organisation, on n'aime pas beaucoup. Au sein du MRC? Oui. Je suis combattu parce Pourquoi que... vous êtes combattu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dis toujours la vérité. J'aime le Cameroun. Je ne connais pas un autre pays que le Cameroun. Je ne compte pas aller ailleurs. C'est mon pays ici. On a forcé Kindakout à s'appeler Toby. Moi, je m'appelle Béas et je ne changerai pas de nom. Mon grand-père est mort dans le train de la mort. Oumniobé, c'est mon idole. C'est ici que je serai. Je dis moi toujours la vérité. Je n'ai pas deux nationalités. Mais les gens sont dans les démagogies, dans l'esbrouf, dans le mensonge. Et dès que vous êtes vrai, on vous combat. C'est ce qui se passe dans les organisations. Je suis combattu. On a même voulu me tuer même étant en prison. Ceux qui étaient dehors ont voulu me tuer étant en prison. On ne va pas parler au même moment. Je suis sérieux. Voilà. Étant en prison, ils ont voulu me tuer étant là-bas. Ce n'est pas le RDPC, mes propres gens. Vous êtes plein de révélations ce soir, monsieur. Je suis sérieux, monsieur Béas. Quand je parle. Ça donne envie d'organiser une émission. Entretien avec vous. Je suis sérieux. Vous avez plein de choses à révéler au Camerounais. Mais qui a tué Thomas Sankara? C'est Blaise Compaoré. Il est à côté de lui. Qui est votre Blaise Compaoré? Je suis en train de vous dire que ceux qui ont voulu me tuer même étant en prison, ce n'est pas le RDPC, ce sont mes propres gens. Je l'affirme sur ce plateau. J'ai les mains liées. J'ai manifesté pour ça. Mais étant à l'intérieur, ils ont voulu me tuer. On va remettre la parole à Henri Atangana en attendant de trouver le moyen et la tribune qui nous vous permettra peut-être de dire davantage, parce que ça, vous avez l'air d'être plein de révélations. Henri, vous poursuivez. Donc je suis en train de dire que ce n'est pas le problème de l'opposition. Le problème, c'est que dans ce genre de choses, il faut sortir de l'opposition quelqu'un qui a le charisme, quelqu'un qui a les connaissances, quelqu'un que par rapport auquel dès que vous avez ça, on vous combat. C'est ça le problème. On se retrouve alors une opposition majoritairement médiocre. À la dernière campagne présidentielle, M. Paul Biya a fait campagne.
il allait juste faire au nord un meeting. Il allait faire un meeting. Et quand vous estimez que vous êtes candidat de l'exposition juste parce que tout le monde voit que vous n'avez pas le charisme, vous n'êtes pas capable de convaincre, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez rien, vous n'avez rien créé, rien de nouveau. On a des ministres qui démissionnent et vous êtes en train de nous expliquer que des mecs qui ont travaillé 20 ans à Psuaïjo, 20 ans sur Bia, ça devient vos espoirs. Les gars, ils étaient dans des ministères, vous ne leur demandez pas ce qu'ils ont fait. Mais attendez, vous avez un souci. Si vous retournez chez eux, vous acceptez la continuité. L'opposition doit maintenant, c'est-à-dire ce que vous appelez les nouveaux leaders. Les nouveaux leaders, c'est ceux qui n'ont pas été là. C'est pas difficile de vous faire la soustraction. Ceux qui n'ont jamais été ministres. Ou alors, s'ils ont été ministres, qu'ils ont un bilan positif. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas restés ministres longtemps. C'est ça que j'appelle les nouveaux leaders. Mais vous ne pouvez pas, en tout cas moi, je ne peux pas comprendre, vous êtes en train de m'expliquer que au Cameroun, on peut aller de Paul Biya pour M. Issa Chiroma ou M. Là, je ne comprends pas. Je bug. Mon ordi tombe en panne, les transistors, ils ne fonctionnent plus. Je ne comprends pas. Donc, l'opposition, les nouveaux, qui n'ont encore rien fait, doivent pouvoir, maintenant, on doit pouvoir créer un congrès où on rassemble des Camerounais qui se disent, oui, on ne veut pas le changement, on veut le meilleur. On veut que celui qui vienne puisse dire, tu viens remplacer Paul Biya, tu dois nous dire ce que tu feras mieux. Parce que si tu me dis pas ce que tu feras mieux, je n'ai aucun intérêt. Moi, je ne suis pas ministre, hein, donc je n'ai jamais eu une place là, donc moi, je ne revendique rien. Mais vous ne pouvez pas nous expliquer que vous allez nous ramener. Non, il y a un souci là. Ça veut dire que ces gens-là qui reprochent à M. Biya de n'avoir pas créé un dauphin. M. Bello Bouba, 82 ans, président de ce parti, vous n'avez pas de dauphin? M. Issa Chiroma, avec toute votre vie politique, vous n'avez pas de dauphin? Et ils ne sont pas bien, même John Fundi, qui est parti. Pourquoi je dis qu'il n'a pas de dauphin? Dites-moi le score du SDF. Il n'était pas reluisant en tout cas. Et voilà. Donc, je suis pratique. Hein, pour moi, ce n'est pas un problème de personne. À partir du moment où, parce que, qu'est-ce qu'il s'est passé? On fait une passation à celui qu'on aime bien. C'est ça qui s'est passé au SDF. Moi, je ne connais pas ce parti, je n'y ai jamais été, je ne connais personne là-dedans. Au lieu de passer le parti à quelqu'un qui est capable de le pousser vers le haut. Heureusement qu'il va s'allier à Bello Bouba. C'est pour dire... Non, on partit comme ça, on prend quelqu'un qui est le meilleur. Et quand vous regardez au Cameroun, ça fonctionne toujours aux affections. Je dis bien que vous pouvez aller d'un parti à un autre, c'est ça. Les gens votent parce que c'est le gars de mon village. Les gens suivent parce que c'est le gars de mon village. Ceux qui sont capables de suivre la lumière, on les compte au bout des doigts. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'opposition. Elle est incapable de se constituer, je sors par là. Il n'y a pas d'opposition et il faudra que cette opposition se trouve justement le meilleur des leaders. Salmon Béas, pour vous, le meilleur, c'est celui qui parle souveraineté, c'est celui qui parle rupture du cordon ombilical avec la France. Est-ce que le RDPC propose ce type d'alternative? Est-ce que ce qui se joue actuellement entre le pouvoir de Yaoundé qui consulte les élites est de nature précisément à nous amener vers la rupture de ce cordon ombilical avec la France? Je suis très clair quand je parle. Il y a du bon au RDPC. Tout le monde n'est pas mauvais là-bas. J'ai cité Betty. J'ai cité Moutazé. Ousmane Vabouké n'est pas mauvais. Il y a du bon au RDPC aussi. Tout le monde n'est pas mauvais là-bas. Tout le monde n'est pas aussi bon dans l'opposition. Il y a les mauvais.
Quand les gens vous disent qu'ils ont été à la base de l'échec de l'opposition en 92, certains ont confessé. Vous voulez leur attendre. Je suis sérieux. Hein? Quand quelqu'un vous dit qu'il est de l'opposition et que c'est lui qui a été le moteur de l'échec de l'opposition en 92, vous le condamnez à le pays. Vous êtes sérieux. Il dit que avec Fauchivé, ils ont tout fait pour faire échouer l'opposition. Il dit qu'il a même tué des gens. Il s'est converti peut-être. Il dit qu'il a même tué les gens. Il s'est converti. Il dit qu'ils ont même fait. On a arrêté les gens, on a mis en prison, ils sont allés en prison. Ils ont souffert. Ils se sont peut-être convertis. Non, mais attends, quand quelqu'un est criminel, il se convertit, ça c'est criminel. Saul le Tarse a fait son chemin de Damas. Non, le problème n'est pas là, nous ne sommes pas dans le domaine de la Bible. Je vais vous dire quelque chose. En ce qui me concerne, je ne vais pas à l'église. Mais je prie beaucoup Dieu. Et Dieu, justement... Écoutez, oui, je suis sérieux. Nous le sommes autant que vous. Écoutez, nous le sommes autant que vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Est-ce que vous estimez que des gens ne peuvent pas afin que qui croient en changer lui de conviction, ne périssent pas, mais aient la vie éternelle? Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Pour dire quoi? Tout ce qui a été fait avec elle. Pour dire et rien quoi? de ce qui a été fait sans elle. Il y en a elle qui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand j'ai fini de le dire. Il y en a qui ne considèrent pas la Bible. Je suis en train de dire ceci. C'est pour dire quoi? Moi, je ne vais pas à l'église. Nous non plus. Les œuvres de Dieu sont logées dans la foi. Et Dieu a dit, tous ceux qui pensent à moi, je suis avec eux. Ce n'est pas dans l'église que ça se trouve. Personne ne l'a suggéré. C'est vous qui nous amenez sur le terrain religieux. Je veux comprendre pourquoi. Là-bas. Je suis en train de dire. Je veux comprendre pourquoi. Tous ceux qui prêchent dans l'opposition, là, qui veulent investir le RDPC, il y a des démons là-bas. Je le dis, je l'affirme, il y a des démons à qui on ne doit pas faire confiance. Dans l'opposition. Oui. Mais il y a aussi des bons là-bas. Cabral Libi, c'est un bon. Maurice Kamto est bon. Sambaka est bon. Mais tout le monde n'est pas bon comme eux. Il y a des mauvais. J'ai cité les noms, non? Pour vous dire que je suis clair dans ce que je dis. Comme j'ai cité au RDPC, Betty Assomo est bon. Motazé est bon. Ousmane Babouke est bon. Il y a les bons là-bas. On doit composer avec tous ceux qui sont bons. Qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est ma vision. Pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. Quelqu'un ne va pas venir dire que il faut qu'on tue tous les militants du RDPC alors qu'il y a des bons là-bas. Je ne suis pas d'accord. Personne ne l'a d'ailleurs jamais. Il faut qu'on tue toute l'opposition parce que toute l'opposition combat le RDPC. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on travaille avec les bons. Et les bons, il y en a à l'opposition, il y en a au pouvoir. C'est pour ça que, malgré que ils m'ont arrêté, moi j'étais à Neubel. Je ne suis pas moi rancunier. Je demande à ces gens, payez-moi mes 3 ans de prison. Mes enfants souffrent, ma femme souffre. Je ne veux pas vous tuer. Vous savez comment il faut faire pour payer ça. Payez-moi ça. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai pas tué. J'ai tout simplement fait ce que la constitution du Cameroun me demande de faire. Je n'ai pas de double nationalité. Je me bats pour mon pays. Parce que j'ai l'âge pour me battre pour mon pays. J'ai dépassé 35 ans. Je peux mettre candidat à l'élection présidentielle. On doit alors me condamner pour ça. Je les ai fait quoi? Quand eux-mêmes me voient comme ça, ils me torturent comme ils m'ont torturé là. Est-ce que c'est bien? C'est pour ça que je dis que le prochain président doit être patriote. Il doit être conciliant. Il doit savoir réunir les Camerounais. Il doit laisser l'esprit communautaire. Il doit implémenter la vision de Oumniobé. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour l'intérêt supérieur de la nation. Il doit mettre en avant la vision de Sékou Touré. Il doit mettre en avant la vision de Kwame Nkrumah. Pour les États-Unis d'Afrique, il ne suffit pas de faire émerger le Cameroun,
Il faut que le Cameroun entre dans une vision panafricaine qui doit faire que les pays d'Afrique se mettent ensemble et créent les États-Unis d'Afrique. Pour que les intérêts des Africains... C'est un problème. Je veux aller en Tanzanie, on me demande le visa. Je vais aller en Afrique du Sud, on me demande quelle est cette histoire? Je suis noir. Pourtant, le Français va en Russie, pas de visa. Il va en Angleterre, pas de visa. Il va en Suisse, pas de visa. Je veux aller au Tchad, visa. Je veux aller au Nigeria, visa. Je veux aller en Tanzanie, visa. Je veux aller en Côte d'Ivoire, visa. Je suis noir. Je ne dois pas payer le visa pour aller où il y a les noirs. Il n'y a pas de visa pour aller là-bas. Il faut les États-Unis d'Afrique. C'est ma vision. Et je me bats pour ça. Henri Atangana, on s'achemine vers la fin. Ce sera votre dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'il faut donc espérer de ces conciliabules qui sont engagés? Est-ce qu'à selon votre sensibilité, vous pensez que l'élite qu'on consulte sera aussi attentive à remonter les souffrances des populations qui ne sont pas encore, selon Salmon Béas, un peuple? Est-ce que pour autant, elles ne méritent pas un mieux-être, ces populations-là? Oui, les populations méritent un mieux-être. Si les populations, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on sent ces tensions au Cameroun. Parce que ces populations n'ont pas ce mieux-être. Mais il faut constater que les élites camerounaises ne s'en occupent pas. Je vous dis que le Cameroun est né comme ça. Les gens se sont battus dans les villages pour faire le travail du blanc. Et dès qu'il arrive, là, tu viens en vacances avec ta voiture, tu gares, tout le village vient t'applaudir. C'est comme ça que le Cameroun est né. Et c'est pour ça que vous avez la diplômite au Cameroun. Hein. Et puis, les villageois disaient, mais comment il a fait? On disait, mais il allait à l'école du blanc. Tout le monde a dit, mais je ne veux plus cultiver le champ, je vais aller à l'école du blanc. Jusqu'au moment où on se retrouve dans un pays saturé de diplômés qui ne servent à rien. Bon, voilà l'équation. Il y a des diplômés qui servent à rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le pays forme les gens, c'est une bonne chose. Avoir des diplômes, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas avoir des diplômes pour travailler à la fonction publique. La connaissance est pour vous permettre de vivre dans la société. J'utiliserai un mot, s'intégrer à la société. Vous allez à l'école pour avoir la connaissance. C'est la connaissance qui va vous permettre de rester chez vous et de constater que il y a une demande là dans le coin de manioc, j'ai 1 hectare. Si je cultive le manioc, je vais livrer l'hectare et j'aurai de l'argent. Ça, je suis en train de parler là du point de vue complètement microéconomique. C'est ça qui va vous permettre, parce que vous allez à l'école, comprendre que, tiens, je cultive et il y a demande des grands. d'1 hectare à 2 hectares, je vais y aller. C'est l'école qui va vous permettre de savoir que, OK, avec ma machette, 1 hectare, je suis fatigué. Je vais aller chercher des outils, je vais mécaniser ma culture. C'est parce que vous êtes allé à l'école. Mais nous, on est convaincus que l'école nous permet d'être ministres. Or, il ne peut pas avoir de poste de ministre pour tous les Camerounais qui sont allés à l'école. L'école nous permet de... Voilà, c'est ça le but de l'école. D'exister dans la société, de trouver notre place dans la société. Et vous entendez souvent les gens dire, mais je suis licencié, je fais du benskin, c'est la faute à Paul Biya. On ne t'a jamais dit que quand tu auras la licence, sauf si tu as signé un contrat avec l'État. Moi, j'ai signé un contrat avec l'État, par exemple, ce qu'on appelle un engagement décennal. Quand l'État te donne une bourse, l'État est tenu de t'employer pendant 10 ans. Moi, je n'ai pas attaqué l'État du Cameroun parce qu'ils m'ont donné la bourse et ils ne m'ont pas donné l'engagement décennal y afférent. Moi, je suis allé en Europe avec une bourse. Hein. C'est l'État qui m'a dit, voilà, moi j'étais orphelin au Cameroun. Voilà, l'État m'a dit, on prend une bourse, va étudier. J'ai dit que mon pays m'envoie, j'ai mis le baluchon sur l'épaule. Et ils m'ont forcé à être là. Et j'attends toujours un ami qui était venu avec moi à la même année. Il a fini les études, je crois qu'il est ingénieur commercial. Il me dit toujours, mais c'est quand j'ai vu que j'ai 50 ans que j'ai compris qu'ils ne vont jamais plus m'appeler. Bah oui, ça, à part des cas comme ça, où c'est l'État qui t'envoie, mais tu vas à l'école pour ta propre formation, pour ça. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Mais nous avons démarré sur ça. Nous avons démarré notre État et les gens ne comprennent pas autre chose. Quand je vais dans mon village, si je tiens ce discours à un an, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, toi, tu vas à l'école et moi, tu m'envoies faire le champ. Qui lui a dit que parce qu'on est à l'école, on ne doit pas faire le champ? Qui? Les gens qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça aujourd'hui? Mon père était médecin. Il a laissé 250 hectares de cacao à l'Est. Je suis en train de me battre par là pour le jugement de succession. D'ailleurs, il y a ma cousine là, qui est Solange, qui est connectée là. Regardez, vous pouvez vérifier. Ma cousine, hein, 250 hectares de cacao. Et là, je suis en train de me battre pour aller cultiver ça. Et la justice me bloque. C'est juste un exemple. Où est le rapport? C'est pas parce que vous avez fait des études que vous ne pouvez pas être créé. Alors quand vous dites à quelqu'un au village, faites un champ, il vous dit, ben, tu envoies tes enfants à l'école, tu vas à l'école et moi tu m'envoies au champ. Mais la plantation fait partie de la production. Les plantations, ce sont... L'Europe s'est construite sur l'agriculture. Et l'industrie de l'agriculture est l'une des grosses industries du monde. Ben oui, parce que dès que vous commencez à vendre vos produits agricoles, mais l'un des problèmes au Cameroun, et c'est ça que j'attends qu'un homme politique, un politique me dise, vous ne pouvez pas avoir des paysans qui, avec la machette, peuvent produire assez pour élever leur famille. C'est le problème du Cameroun. Les gens ont des terres dans leur village, mais n'ont pas des outils de production. Ça, c'est ce que j'attends qu'un homme politique me dise. Il me dise, bon, voilà, je vais mettre une politique pour que les gens, et il m'explique cette politique. S'il n'a pas l'idée, moi, je lui expliquerai quoi faire. Nos grands-parents au village ne soient plus obligés. Si vous travaillez avec une machette, votre productivité, comme on dit en économie, est faible. Donc, ce qu'il faut mettre en place au Cameroun, c'est comment augmenter la productivité des propriétaires de terrain qui n'ont pas les capitaux pour aller s'acheter des tracteurs. C'est là où on doit accompagner les gens. Vous voyez, les programmes politiques, les vrais programmes politiques ne sont pas difficiles. Mais ils ne veulent pas réfléchir à ça. Ils me parlent de code électoral. Tu vas dire à ma grand-mère code électoral, c'est quoi code électoral? Quand vous vous mettez à la télévision pour expliquer aux gens le code électoral, moi je suis en train de dire voilà une idée de programme politique. C'est cadeau. S'arranger à ce que le producteur camerounais ne travaille plus à la machette. Le smartphone que vous avez évolue chaque année. Notre outil de production, c'est la machette. Je suis parti au village dernièrement. 50 ans après, j'ai retrouvé la machette comme je l'avais laissée. Elle n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on... Si les Blancs produisaient avec la machette serait peut-être automatique. Ah ouais, c'est ça qu'on appelle l'ingénierie. C'est ça qu'on appelle la mécanisation du travail. D'ailleurs, les tondeuses, maintenant en Europe, il y a les tondeuses automatiques, il y a des aspirateurs automatiques, tu le mets, tu appuies, il va dans les coins tout seul. Donc, la seule façon, notre richesse aujourd'hui, c'est nos terres. Et on les a, nous sommes en... Mais aucune politique n'a été mise en œuvre pour que nos grands-parents ne travaillent plus à la machette. On a récemment parlé de l'agriculture de seconde génération. C'est vrai que je suis incapable de vous dire là où on en est en Ré à Tangana. Oui, malheureusement, l'agriculture de seconde génération au Cameroun, c'était quoi? C'est des laboratoires qui créent de nouveaux implants. Mais celui qui produit encore à la machette. Oh, est-ce que vous savez qu'en Europe, par exemple, 1% de la population française nourrit tous les Français? 1%. Parce que l'agriculture est mécanisée. Et nous, avec des terres, nous avons des chefs d'État qui vont demander le blé en Ukraine. Monsieur Atangana, je ne vous coupe pas. Je vois comment vous souffrez tellement. Vous êtes tellement épuisé. Et j'entends tous les jours les gens parler. Ils parlent de Douala, ils parlent de Yaoundé. Comme si le Cameroun s'arrêtait à Douala et Yaoundé. Il y a Loum, il y a Ndjombe. On est bientôt vers la fin. Je suis sérieux. On est à la fin. Il y a Babon. Malheureusement, on est à la fin. Il y a Yabassi, il y a Yingi, il y a Ndobian, il y a Kondjok. L'agriculture s'est mécanisée en Europe au 15e siècle. Pourquoi ces gens conçus des maisons à 400 millions?
au lieu de mettre la disposition à mettre à la disposition des agriculteurs le nécessaire pour créer plus de richesses, plus de la production agricole pour faire développer le Cameroun. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous m'avez envoyé en prison, pourquoi? Allez. Moi, je sais le Cameroun. Et je dis ceci. Salmon Béas, le Cameroun ne s'arrête pas seulement à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Le Cameroun va à Bessounkan. Le Cameroun va à Ndom. Le Cameroun va à Loknanga. Le Cameroun va à Pouma. Et ce sera le Cameroun va à Ndobadjek. Et ce sera votre mot de fin. Il faut comprendre comment les gens vivent là-bas. Merci beaucoup de nous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse donc achever votre propos et on va conclure l'émission d'aujourd'hui. La réalisation me fait comprendre qu'on a débordé déjà de quelques minutes. Je dis que moi, j'étais en train de dire que c'est un exemple de programme qu'on peut faire. Moi, je vous dis que j'ai 250 hectares de cacao. Normalement, le ministre devait m'appeler pour me dire, en particulier avec 250 hectares de cacao, viens, je vais te subventionner pour lancer ça. Je les ai, avec titre foncier. Bon, très bien. Je peux vous dire à quel point ils ne se posent même pas ces questions. Je vous parle bien de 250 hectares de cacao à l'est du Cameroun, à Yukadouma. Et mon père a fait ça. Et moi, je me bats pour aller exploiter ça. Je suis en train de me battre avec les tribunaux pour avoir le jugement de succession. Bon, ça, c'était une parenthèse, on en reparlera une autre fois. Donc, je suis en train de dire quoi? Je veux dire que c'est ça qu'on appelle des programmes politiques. Pas les gens qui viennent nous parler de code électoral, de blib, blablabla. J'écoute ça, je dis, mais enfin, ils racontent quoi? Qui? Les gens, on est en train de se demander comment les gens font pour produire. C'est la question. Et regardez les forces et les faiblesses des gens. On est né sans capitaux. Comment soutenir ces gens-là? Voilà ce qu'il faut faire en priorité. Et c'est ça qui doit être l'ossature d'un programme politique, l'ossature économique. Comment on va faire pour soutenir les gens au lieu de venir nous servir des slogans creux, où il y en a d'autres, même ils ont des programmes politiques, je ne sais même pas s'ils les ont chiffrés. Vous voulez que je parle? Non, je parlerai une autre fois. Merci beaucoup, Henri Atangana, qui donc intervenait avec nous depuis la Belgique. Salmon Béas, merci beaucoup. J'ai le sentiment que on pourrait avoir des échanges avec vous dans un autre format, tellement vous bouillonnez de faire des révélations finalement. Vous êtes militant militant et communicant pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Comme mon grand-père avait donné sa vie pour le Cameroun, je me suis donné pour mission de donner ma vie pour le Cameroun. Merci beaucoup. Et Thomas Sankara avait dit, le sang versé d'un héros est une sémence pour les générations futures. Et Winston Churchill, voilà, de rappeler qu'un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et donc, aller vers la souveraineté devient finalement la solution pour les peuples africains et pour le peuple camerounais qui, justement, ne veut pas revivre les affres du passé, ne devrait pas avoir à revivre les affres du passé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Fon Moira, la cheville ouvrière, à Baudelaire Nguéné, mais également à Elundu, le technicien, le chef de nos équipes techniques ce soir, c'est Mbok qui nous a donc aidé à prendre de la lumière. Le quitus éditorial est de Sikendoumbé. Je vous prie, mesdames et messieurs, de rester en compagnie de nos programmes, ceux de la Radio For You Media Africa, mais également ceux de votre chaîne de télévision disponible à travers vos petits écrans, mais également nos différentes plateformes numériques et réseaux sociaux. J'ai pris le même plaisir à vous servir ce soir. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de cette émission. Au revoir et bon week-end à tous.